Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans Smart Immo depuis le forum des projets urbains ici Porte-Maillot, 25e édition. Pour cette édition spéciale au sommaire, la reconquête d'une friche urbaine en plein cœur de Rouen. On verra également comment une meilleure utilisation de l'eau peut permettre de rafraîchir la ville. 3 exemples également de régénération urbaine à la Garenne-Colombes, à Paris 15e et à Brest. Et enfin, on terminera avec l'aménagement durable en action, plus d'inclusivité, plus de durabilité, mais il faut encore faire preuve de pédagogie. Smart Immo spécial FPU, c'est parti. Et tout de suite dans Smart Immo, on part à la découverte d'un projet de reconquête d'une friche urbaine. On est ravi d'accueillir Alexandre de Lagarde. Bonjour Alexandre. Bonjour Fabrice. Vous êtes directeur régional de Cogedim pour la région Normandie. On part avec vous à Rouen. Le projet, il s'appelle Blossom Park. Et je parlais d'une friche urbaine. Alors racontez-nous ce projet. Friche urbaine, ça veut dire qu'on était au cœur de la ville avec des bâtiments qui étaient un petit peu en déshérence, un petit peu compliqués. Exactement, c'est donc un quartier qui s'appelait anciennement le quartier des Pépinières. Le nom qu'on a donné nous pour cette opération, donc c'est Blossom Park. Et le quartier des Pépinières, c'est effectivement une friche de logements sociaux. C'était 700 logements Oui. qui sont sur la rive gauche à Rouen, dans le quartier Saint-Clément, Jardin des Plantes. Donc dans un quartier qui est entièrement constitué autour. Et donc le bailleur social qui était Rouen Habitat, qui était le propriétaire de ces tours, a décidé de s'en séparer en 2020. Suite à des incendies qui avaient eu lieu auparavant. Ils avaient vidé ces tours qui avaient été vidées en 2018 et donc aujourd'hui ces tours ont été démolies et on construit aujourd'hui l'avenir de ces tours, l'avenir de ce quartier. Une de mes questions, parce que c'est vrai que des tours on peut les réhabiliter. Là le choix a été fait, vu peut-être la vétusté, de carrément les démolir et de recréer un quartier de toutes pièces. Alors, ces tours avaient plusieurs problèmes. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a eu des incendies. Donc, en fait, leur conception ne permettait pas de les réhabiliter. Elles étaient même dangereuses, en fait. Il y a eu plusieurs morts, malheureusement. Il y a eu des drames qui ont été liés à ces incendies. Et elles étaient extrêmement amiantées. Donc, on a eu des coûts de désamiantage aussi assez importants. Et donc, ce n'était pas possible de les réhabiliter. Et l'autre raison, c'est aussi qu'en termes de conception urbaine, on va dire que c'est une conception urbaine d'un autre temps. Elles ont été construites dans les années 70. Oui. Donc c'était des tours, il y avait 7 tours de logements sociaux, 700 logements au total, qui étaient assez hautes, 13 à 15 étages. Et alors que les quartiers autour sont assez différents. On est par exemple sur des petits bâtiments de 2 étages au nord du site, des bâtiments collectifs beaucoup plus hauts sur le sud du site. Et en fait, tout le travail qu'on a fait avec notre urbaniste et nos architectes, ça a été de faire de la couture urbaine pour mieux intégrer du coup le quartier qu'on réalise avec tout l'environnement qui existe autour du site. Très bien. 700 logements sociaux, combien va-t-il avoir? Est-ce qu'il va y avoir combien de nouveaux logements? Alors le quartier qu'on est en train de réaliser comprendra au total 840 logements, avec beaucoup de mixité. Donc contrairement à ce qui existait auparavant, qui était un quartier monofonctionnel avec 100% de logements locatifs sociaux, le quartier qu'on réalise, il y aura du logement en accession à la propriété, du logement locatif intermédiaire. Le bailleur social conserve 2 terrains sur lesquels il reconstitue du logement locatif social. Donc voilà, il y aura tout type de logement, ça s'adressera à toutes les populations. On aura également du logement d'accession sociale. Et pour compléter ça, quelques locaux d'activité en rez-de-chaussée pour apporter de l'animation au quartier. Bien évidemment. Alors c'est vrai qu'on a pu consulter, on peut les voir sur Internet d'ailleurs, déjà les plans en 3D, les animations. On est frappé par le côté vert. On a l'impression qu'on a récupéré de la nature en ville. Alors ça, c'est un parti pris d'origine, effectivement, qu'on a travaillé dès le démarrage, dès la phase de consultation. En fait, avant même que notre urbaniste commence à faire des premiers coups de crayon, on avait missionné un écologue, la société Gondwana du groupe Arpas Trans, et en fait qui a répertorié tout ce qui existait sur le site en termes de faune et de flore, et donc notamment tous les arbres qui sont existants, qui sont déjà développés, on les conserve, et en fait on a implanté nos bâtiments par rapport à ces arbres qui existaient, ce qui permet aussi d'avoir des qualités paysagères avec, dès la livraison, voilà, avec des arbres qui sont développés et pas des petits arbres. Et donc on a conçu, en fait, on a un grand parc d'1 hectare qui traverse tout le quartier, tout le terrain, d'est en ouest, et avec des bâtiments de logement qui donnent de part et d'autre sur le parc.
Alors ici, on est au Forum des projets urbains. Justement, il y avait une conférence ce matin sur la biodiversité. On a l'impression que les promoteurs sont de plus en plus sensibles. D'ailleurs, les opérations aujourd'hui ont besoin de ces écologues pour sortir, entre guillemets, et pour convaincre voilà, les collectivités maintenant de travailler avec ce nouveau angle finalement. Oui, bien sûr. Chez Cogedim, on le fait depuis plusieurs années maintenant. Donc, c'est une démarche qu'on a mise en place de façon systématique sur nos opérations. Et ça a beaucoup de vertus. Ça permet déjà de caractériser ce qui existe et de le conserver quand ça a un intérêt. Ça permet aussi de regarder ce qui se passe à plus grande échelle autour du terrain et parfois de reconnecter le site avec ce qui se passe avec l'environnement immédiat d'un point de vue biodiversité. Ça permet également d'anticiper des sujets qu'on peut avoir parfois en cours de montage d'opérations sur des espèces protégées, des choses comme ça. Et oui, on le rappelle, c'est vrai qu'on peut trouver des fois des petits insectes ou voilà, une grenouille un petit peu rare et qui peut bloquer les projets. Et sur notre opération de Rouen, on savait qu'effectivement on avait des chauves-souris et des faucons. Et en fait, plutôt que de le subir au cours du montage de l'opération et que ça perturbe le montage et que ça engendre des retards, on le sait depuis le début. Et en fait, on a fait notre planning en fonction de ça. Et voilà, on a pu intégrer assez en amont des dossiers environnementaux qui sont liés à ces espèces protégées. Bien sûr, on fait partie du vivant et dans les nouvelles constructions, l'idée c'est d'intégrer ce vivant et ne plus l'éradiquer. Ça fait partie d'un grand équilibre. Alexandre Delagarde, on termine avec votre partie un petit peu commerciale. Alors quand est-ce qu'on va pouvoir s'installer pour ceux qui sont intéressés par ce projet Blossom Park au cœur de Rouen? Alors la phase de désamiantage et de démolition est terminée, ça nous a occupé tout le premier semestre de l'année 2025 et aujourd'hui on est en train de construire la première tranche de cette opération, parce que c'est une opération d'envergure qu'on va réaliser en 4 phases. La première phase elle est déjà assez importante puisqu'elle constitue 175 logements avec de la mixité. Donc la livraison de la première phase est prévue pour 2027 avec une première partie du parc et la livraison totale du quartier est prévue pour 2030-2031. Voilà, pour ceux que ça intéresse, on renvoie au site de Cogedim, donc ce projet Blossom Park au cœur de Rouen. Voilà, sur une friche, un bel exemple de reconstruction, démolition, reconstruction en préservant, on l'a dit, la nature et la biodiversité. Un grand merci Alexandre Delagarde. Je rappelle que vous êtes directeur régional de Cogedim Normandie et on vous dit à très bientôt sur Smartimo. Smartimo depuis le Forum des projets urbains, 25e édition. On va s'intéresser tout de suite à un sujet brûlant, comment lutter contre le réchauffement des villes. Eh bien, l'eau peut nous y aider. On est en compagnie de Christian Piel. Bonjour Christian. Bonjour. Vous êtes urbaniste, hydrologue et directeur de l'agence Urban Water. Avec vous, justement, on va se pencher sur cette question, comment bien gérer les eaux, refroidir effectivement la ville qui va être de plus en plus chaude avec évidemment les changements climatiques. Tout d'abord, pouvez-vous nous présenter en quelques mots Urban Water? Donc Urban Water, c'est une agence d'urbanisme. Oui. Ou un bureau d'études en hydrologie urbaine spécialisé dans l'aménagement urbain et paysager. Ce serait plutôt ça. Mais donc c'est un lien très étroit entre urbanisme, c'est ma formation initiale, et la gestion de l'eau, donc l'hydrologie au sein de la ville. Donc nous sommes une vingtaine avec des métiers un peu comme l'ingénierie, tout ce qui est génie urbain, tout ce qui est écologie, paysage, architecture, urbanisme et hydrologie bien sûr. Voilà, et c'est pas nouveau que vous vous intéressez à ces sujets, 30 ans déjà? Oui, exactement. Voilà. Pourquoi les urbanistes, Christian, doivent-ils s'intéresser à nouveau à cette gestion des eaux dans la ville? On pense, peut-être nous citoyens, que c'est géré par des grosses usines de retraitement, et vous dites qu'il faut se repencher sur ce sujet. Oui, parce qu'il y a plusieurs sujets liés à l'eau. Très longtemps, depuis en tout cas le 19e siècle, les eaux pluviales, donc les eaux de pluie comme les eaux usées, les eaux des domestiques, on va dire, sont gérées par des réseaux d'assainissement, des tuyaux, des égouts qui évacuent l'eau. Donc on ne voit pas l'eau. Il se trouve que la ville, plus elle s'étend, plus elle étanche les sols. Et donc l'eau de pluie, lorsqu'elle coule, elle ne parvient pas à aller dans les tuyaux, elle déborde et ça ruisselle. Et donc ça inonde. Et donc on s'est dit, mais en fait, il faut intervenir sur la ville pour qu'elle soit de moins en moins imperméable, qu'elle puisse infiltrer. Et donc pour ça, il faut faire appel à ceux qui gèrent la ville, donc les urbanistes.
Oui. Est-ce que on a des réglementations qui vont dans le bon sens justement pour désimperméabiliser? Voilà, on sait le sujet. Est-ce que cette réglementation, elle influe sur votre activité? Oui, bien sûr, c'est essentiel et c'est très intéressant. Il faut le souligner d'ailleurs, hein, la réglementation depuis une trentaine d'années va dans le bon sens, aussi bien la loi sur l'eau de 1992 qu'aujourd'hui le plan eau qui permet de recycler les eaux grises. Bref, toutes ces réglementations conduisent à faire ce qu'on appelle la ville éponge, faire en sorte que l'eau elle puisse s'infiltrer à travers les sols, donc elle fait pousser de la végétation. Et c'est là où c'est très intéressant, c'est qu'en prévenant les risques d'inondation, finalement on fait une ville plus verte et plus proche des attentes des habitants. Bien sûr. L'eau, on le sait, est une ressource alors rare en plus dans certaines régions du monde, bien évidemment, certaines villes. On pense à la Catalogne, à Barcelone en particulier. Et on sait aussi, vous le disiez, ville éponge, ça veut dire quoi exactement? Il faut que cette ville elle soit beaucoup plus, soit le contraire d'imperméable, qu'elle soit perméable. C'est ça. Il faut qu'elle soit perméable. Ce qui veut dire déjà qu'on essaie de conserver de la pleine terre. Une éponge, ça rend de l'eau en fait. Alors ça rend de l'eau, ça permet surtout d'absorber l'eau, si bien qu'elle ne ruisselle pas, donc qu'elle n'inonde pas. Comme elle ne ruisselle pas, elle s'infiltre dans l'éponge, qui est le sol. Et donc, en mettant de l'eau dans de la terre, il pousse des choses. Et voilà. Et en s'infiltrant, elle va aussi recharger les nappes. Et les nappes, c'est le réservoir des villes, c'est le réservoir. C'est parce qu'il y a ces nappes que l'été, on a de l'eau en ville et de l'eau en général. Donc voilà, en étant éponge, on infiltre l'eau pour le sol et on infiltre l'eau même pour les nappes plus profondes. Oui, ça veut dire aussi pour que le circuit de l'eau se fasse qu'il faut aussi de la nature en ville, qu'il y ait des arbres notamment. Et c'est ça qui est formidable, c'est surtout que pour prévenir les inondations, il faut que la ville soit poreuse. En étant poreuse, elle fait pousser des arbres. Et ces arbres vont participer du rafraîchissement de la ville. C'est ça qui est très intéressant. Donc aujourd'hui, la gestion de l'eau, c'est plus que uniquement gérer les eaux. C'est bien sûr gérer les eaux, lutter contre les risques d'inondation, les risques d'insuffisance de ressources. Mais en faisant ça, on répond à d'autres enjeux beaucoup plus intéressants que sont le rafraîchissement, la lutte contre les îlots de fraîcheur, par exemple. Oui. Est-ce qu'il y a justement des villes qui sont plutôt en pointe, avec des communes avec lesquelles vous travaillez, qui ont pris à bras-le-corps ce sujet? Alors déjà, la ville de Paris, elle est assez novatrice. Toute la Seine-Saint-Denis, les Hauts-de-Seine, à Asnières par exemple, à Asnières-sur-Seine, depuis 30 ans, ils ont cette approche-là. On travaille aussi beaucoup à Nantes, qui est très en avant sur ces sujets-là. Rennes, il y a beaucoup d'endroits, où Lyon bien sûr, où cette approche, cette valorisation de l'eau, on passe vraiment de l'eau risque à l'eau ressource. Oui, Nantes, par exemple, est tout à fait sur ces sujets. Oui, vous avez travaillé justement sur le parc d'affaires, vous en parliez à Asnières. Comment on a récupéré ces eaux? Comment on y travaille sur cette gestion de l'eau? Alors oui, effectivement, le parc d'affaires, donc c'est un quartier où il y a, qui fait 8 à 9 hectares. Antérieurement, c'était plutôt industriel. Donc on a construit un quartier, c'est très très dense. C'est la ville, on est à 2 km de Paris. Néanmoins, il y a zéro réseau enterré d'eau pluviale. L'eau, elle circule à ciel ouvert, gravitairement. Elle est absorbée dès le toit des bâtiments. Ensuite, les petits écoulements qui peuvent se font à ciel ouvert, gravitairement, vont rejoindre des petites noues, donc des petits espaces verts qui ruissellent tout doucement jusqu'à un parc. Et voilà, tout ça est spongieux. Et ça dessine une architecture, ça dessine un quartier. Et surtout, ça permet de descendre en plein été de 2 à 3 degrés, peut-être même plus, en cas de grosse chaleur. Donc c'est vraiment une éponge, mais quand on s'y promène, c'est d'abord une ville très verte. Oui, à Asnières-sur-Seine, c'est vrai que ça évoque le fleuve également. Et on parle beaucoup de crues, hein, une crue centenaire qui pourrait arriver. Une ville finalement désimperméabilisée, ça permettrait d'éviter ce genre de catastrophe? C'est deux choses. Alors à Asnières, les opérations sont très perméables. Ça permet d'absorber les pluies. En revanche, la Seine, elle a un bassin versant qui est beaucoup plus large. D'accord. Donc ce serait la moitié de la France qu'il faudrait désimperméabiliser. Mais effectivement, il y a des crues qui sont possibles. Et le quartier dont je parle, il peut être inondé par cette crue de fréquence centenale. Et elle est conçue pour. C'est-à-dire que même s'il y a ces inondations, eh bien on pourra circuler.
on pourra habiter, il y aura de l'énergie, il y aura le travail, les commerces, etc. seront encore ouverts. Tout a été conçu pour intégrer cette inondation, même si l'eau sera sur les espaces publics. Ben voilà, l'eau, loin d'être une catastrophe, est bien sûr une ressource essentielle et c'est intéressant d'en parler avec un spécialiste, urbaniste, hydrologue. Merci Christian Piel. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes directeur de l'agence Urban Water et à très bientôt dans Smartimo. Nous sommes depuis le Forum des projets urbains, 25e édition, et on va s'intéresser à 3 exemples de régénération urbaine avec un spécialiste. Notre invité, c'est un expert, Simon Davis. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur associé de AIA Environnement. Tout à fait. Et avec vous, on va aller à la Garenne-Colombes, à l'Institut Pasteur à Paris et également à Brest pour voir ces 3 projets sur lesquels vous avez travaillé avec AIA Environnement. Mais tout d'abord, un petit mot justement de votre activité. Alors, bonjour à toutes et tous. Donc, AIA Life Designers, c'est un grand groupe français de maîtrise d'œuvre qui réalise tous les métiers d'architecture, d'ingénierie environnementale, c'est le métier que je représente aujourd'hui, Oui. et aussi les métiers d'accompagnement en DET de chantier avec AIA Management. Ouais. On est à peu près 750-800 personnes en France, implantées un peu partout, et on accompagne surtout les grands projets de transformation urbaine complexes. Oui, ingénierie environnementale, c'est vrai qu'on a l'impression aujourd'hui que plus un projet, entre guillemets, ne sort avec les collectivités locales sans qu'il y ait cet aspect très important sur l'environnement. Tout à fait, je pense qu'aujourd'hui, l'ensemble des acteurs ont besoin d'une métrique sur la question environnementale. On n'est plus seulement dans une ingénierie de conviction, mais on est dans quelque chose qui accompagne le projet avec des indicateurs clés de performance. Et donc on est passé d'un métier d'hyper généraliste à un métier beaucoup plus d'expert sur tout un tas d'enjeux comme l'îlot de chaleur urbain par exemple. Alors justement, illustration très concrète, le premier projet à la Garenne-Colombes, une mission innovation, c'est carrément un projet test, expliquez-nous. Exactement, l'établissement public d'Île-de-France nous a missionné il y a 1 an et demi maintenant pour l'accompagner sur une méthode d'appréciation de la valeur globale, y compris environnementale, et d'usage des fonciers qu'ils peuvent avoir à disposition. L'idée, c'est de réinterroger les processus par lesquels on fait muter ces fonciers en mettant en exergue plutôt des scénarios de projets engagés et en faisant en sorte que l'équation économique, ce soit juste l'une des composantes de l'équation et pas l'équation principale. D'accord. Alors pour cela, on s'appuie sur un des référentiels de l'établissement public d'Île-de-France qui est la méthode ABCD, comme artificialisation, biodiversité, carbone et climat et déchets. Et on leur a fourni une forme de cadran d'évaluation des projets qu'ils récupèrent à travers ce projet test de la Garenne-Colombes. Ouais, et ça sera dupliqué dans les prochains projets évidemment. Exactement. Le but, c'est de faire ce test sur le projet de la Garenne-Colombes et après d'exporter ce savoir-faire sur l'ensemble des opérations de l'EPFIF. Et on a eu quand même des trouvailles assez intéressantes. C'est qu'on a inversé le scénario de projet usuel qui consiste à faire tourner le bilan économique, ensuite générer des scénarios capacitaires dans ce bilan économique et ensuite les évaluer environnementalement. Là, au contraire, on parle de 3 scénarios engagés. Un scénario clé de sol qui valorise la valeur du sol écologique. Oui. Un scénario déjà là qui valorise tout ce qui est déjà construit et qui vise à préserver sa valeur patrimoniale, environnementale, carbone. Et un dernier scénario qui vise à intensifier les usages. On part de ces 3 scénarios-là à travers une caractérisation fine de l'existant. Et ensuite, on a un workshop d'hybridation qui nous permet de prendre le meilleur des mondes. Et on fait travailler en parallèle l'économiste pour atterrir financièrement sur ce périmètre-là. Et on y arrive. Surprise, on y arrive. Bah, tant mieux, il n'y a pas que l'économique qui compte, même si voilà, l'équation est bouclée. Deuxième projet, alors là au cœur de Paris, l'Institut Pasteur, on est dans le 15e arrondissement. Tout à fait. Là il s'agit d'un propriétaire foncier, autre exemple de régénération humaine, qui fait muter son patrimoine. Exactement. Donc initialement, quand on a été contacté par l'Institut Pasteur, il s'agissait avant tout d'une opération de rénovation énergétique de leur patrimoine. Quelque chose d'absolument indispensable à l'heure où le prix des énergies augmente, où l'urgence écologique est là. Et finalement, en regardant le projet sous un angle beaucoup plus urbain, ce qui fait la force de ce projet, c'est aussi sa composante paysagère et la question de la nature en ville, de la ville-parc. Et on a mené notamment des études d'îlots de chaleur urbain sur ce projet et qui montrent qu'en végétalisant de la sorte, on amène une réduction de la température ressentie de l'ordre de 2 degrés
sur C'est ce énorme. quartier, mais qui bénéficie non seulement aux chercheurs de l'Institut Pasteur, qui en ont bien besoin, parce que c'est pas forcément aisé de passer toute sa journée avec les Sorbonnes, les pipettes, ça bénéficie également à l'ensemble des riverains. Donc quelque part, l'Institut Pasteur rejoint sa raison d'être première, qui est d'être d'intérêt public et d'apporter une plus-value en termes de santé pour l'ensemble des riverains du quartier. Simon Davis, on termine avec un troisième exemple, régénération du centre reconstruit de Brest. Là aussi, c'était un démonstrateur qu'on peut faire une ville durable. Exactement, alors ce projet-là, il est très atypique. Parce qu'au lieu d'avoir un entonnoir de projets qu'on a l'habitude en partant du territoire jusqu'au bâtiment, là, ce projet qui est lauréat de l'appel à manifestation d'intérêt démonstrateur de ville durable, DVD, il choisit de regarder les trois en même temps. C'est-à-dire qu'on examine simultanément 50 îlots du centre-ville reconstruit de Brest, une dizaine d'îlots où on pousse les curseurs de l'étude un peu plus loin, et enfin 2 îlots tests sur lesquels, à terme, on mène des travaux de rénovation énergétique, de végétalisation du cœur d'îlot et également de requalification de l'espace public. Oui. Et c'est assez passionnant parce que là, une fois encore, c'est la question de la réplicabilité que soulève ce projet. Si on regarde que ces îlots tests, effectivement, le levier sur la ville est contenu. Par contre, si on imagine que demain, cette démarche peut se diffuser à l'ensemble des îlots du centre-ville reconstruit, eh bien, c'est une surface végétalisée de l'ordre de 2 hectares qui se déploie. C'est 2500 tonnes de CO2 économisées par an. Et c'est une consommation énergétique économisée qui représente à peu près la consommation énergétique du centre hospitalier de Brest qui est économisée. Ah bah c'est pas mal, ainsi qu'on l'imagine, un rafraîchissement de la ville, même si Exactement. la Bretagne est un petit peu moins touchée, mais on sait très bien qu'on va avoir quand même des températures qui vont s'élever. Bah voilà, en tout cas, c'était passionnant d'avoir ces trois exemples de tests, 3 exemples réplicables de cette régénération urbaine. On n'a pas fini d'en parler. Merci Simon Merci Davis. beaucoup. Je rappelle que vous êtes directeur associé de AIA Life Design et à très bientôt sur Smartimo. Merci beaucoup. Smartimo, toujours depuis le Forum des projets urbains, 25e édition. On continue à parler aménagement du territoire et aménagement durable, bien sûr, avec une experte, Véronique Pack. Bonjour. Bonjour. Véronique Pack, vous êtes directrice d'Ecopolis. Avec vous, justement, on va parler de ces grands projets sur le terrain. Vous avez cité à des conférences ce matin sur les établissements de santé notamment. Mais tout d'abord, une petite question sur Ecopolis, une plateforme francilienne d'aménagement, de construction durable. Quelles sont vos actualités? Où en êtes-vous aujourd'hui? Alors nous, on a pour mission d'accompagner tous les professionnels du bâtiment et de l'aménagement pour les aider à adopter des pratiques plus durables. Donc on fait plein de choses, on organise beaucoup d'événements, etc. On accompagne des projets, on fait de la formation. Je retiendrai peut-être 2-3 choses qui sortent, qui sont dans notre actualité. D'abord, on a une formation fondamentaux de l'aménagement durable Oui. qu'on peut proposer aux collectivités notamment qui souhaitent faire monter leurs agents en compétences. Donc c'est quelque chose qu'on a lancé cette année. Je me souviens aussi, il y a quelques semaines, on a fait une journée sur l'urbanisme inclusif où notamment on a parlé de l'urbanisme féministe et on avait ce matin notre responsable du sujet qui était sur vos plateaux pour en parler. Donc les replays sont bientôt disponibles, donc n'hésitez pas à y aller. En fait, quand on fait de l'urbanisme pour tout le monde, les personnes âgées, les femmes, les personnes en situation de handicap, on se rend compte qu'on fait une ville plus facile et plus accessible pour tout le monde. Oui, on a l'impression justement que sur ces sujets, que ce soit aménagement durable, que ce soit inclusivité, on a quand même une montée en puissance. Vous qui êtes dans le secteur depuis plusieurs années, qui a une prise de conscience ces dernières années. Est-ce que c'est réel ou est-ce que... Voilà, comment vous le ressentez? Oui, on voit bien que la prise de conscience se fait. Moi, je travaille depuis une bonne quinzaine d'années maintenant dans le secteur du bâtiment et de l'aménagement durable. Et on voit bien qu'à la fois le nombre de personnes et le degré de militantisme des personnes qui s'intéressent à ces sujets a énormément changé. Donc on est passé de travailler avec vraiment les militants, les personnes très très engagées. Et on voit qu'on commence à toucher des personnes qui ont des modes de fonctionnement plus classiques. Et puis surtout, les sujets évoluent. Au début, il y a 15 ans, on parlait essentiellement d'énergie, puis on a rajouté le carbone. Nous, aujourd'hui, quand on travaille quand on accompagne un projet de quartier ou de bâtiment, on réfléchit au site, on réfléchit à l'économie circulaire, à la biodiversité, à l'eau, à la santé, au confort. Enfin voilà, on a tout un tas de sujets qui sont vraiment intégrés dès la conception, dès les premières réflexions sur un projet. On se pose toutes ces questions-là. Et il vaut mieux, sinon le projet souvent est bloqué ou n'aboutit pas. Alors vous accompagnez justement de nombreux projets via le dispositif bâtiment durable francilien. Est-ce que vous pouvez nous citer un ou deux exemples, voilà, de construction, de rénovation réussie?
Oui, oui, on en a plein. On a 230 projets bâtiments au quartier accompagnés aujourd'hui. Et quand on regarde ce qu'ont font nos collègues dans les autres régions, on a passé les 1000 projets. Moi, je retiens une école, l'école Dominique Frollo de Colombes, qui est un bâtiment neuf qui a été livré là tout récemment. Qui est un bâtiment bioclimatique, qui intègre beaucoup de bois, qui est très lumineux. Il y a une lumière naturelle intense, où il y a une attention toute particulière qui a été portée à la protection thermique en hiver et surtout en été, où on a à la fois différents niveaux de protection. Donc d'abord, il y a le fait que le bâtiment passif est très performant. On a de l'inertie parce qu'il y en a de la terre crue. On a une très bonne isolation en laine de bois. Et puis on a des brasseurs d'air, on a de rafraîchissement adiabatique, on a du géocooling sur de la géothermie. Donc en fait, c'est une école qui a été pensée pour résister au climat qu'on aura dans 20 ou 30 ans. Et ça, on n'en a pas encore. Plus chaud. Beaucoup plus chaud, on n'en a pas encore beaucoup, mais celle-là saura résister. Et puis ce qui était intéressant aussi, c'est elle a fait une part très très belle à la végétalisation. Les cours sont perméables avec des tas d'endroits où il y a beaucoup de plantations, et puis l'eau peut s'infiltrer, puis évidemment c'est bien plus agréable à vivre. Oui, bien sûr, on a ces thèmes de biodiversité, de désimperméabilisation, de remettre en pleine nature, effectivement, de retrouver du vivant, c'est important, on le sait. Quel est selon vous le plus grand défi, alors c'est aussi ce qui nous occupe ici sur le Forum des projets urbains, le plus grand défi pour que la ville devienne vraiment durable dans les prochaines années? En fait, le plus grand défi, c'est qu'il faut qu'on arrive à travailler autrement. Et il faut qu'on arrive à travailler, que tous les professionnels arrivent à travailler et à se poser beaucoup plus de questions en amont des projets, parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a des tas de questions, si on se les pose trop tard, soit ça coûte très très cher de rattraper, soit en rattrapant ça, on dégrade autre chose. Et donc il faut vraiment avoir une vision systémique. Et cette vision systémique, on ne l'a qu'en travaillant et en se posant plein de questions en amont et en menant beaucoup d'études en amont des projets, dès la phase de programmation, dès la phase de conception. Et c'est comme ça qu'on arrive à sortir des vrais projets qui sont extrêmement performants, avec des bâtiments ou des quartiers qui sont très agréables à vivre, et sans que ça génère pour autant des surcoûts monstrueux. Voilà. Et donc ça, c'est tout ce qu'on essaye de faire, notamment avec la démarche BDF, mais d'une façon générale avec nos opérations de sensibilisation. Ouais, vous qui travaillez souvent avec bien sûr les communes d'activité, les aménageurs, les promoteurs, longtemps, les gens ont travaillé en silo, c'est vrai que ça se parlait pas beaucoup. Est-ce que vous voyez une évolution à ce niveau-là? Oui, on voit une évolution. Enfin, on avait 200 personnes à notre conférence sur l'urbanisme inclusif il y a un mois, on en avait 300 à notre conférence sur l'urbanisme circulaire il y a 2 mois. Donc on voit bien que quand on organise des choses, il y a du monde qui vient. On a une trentaine de visites par an, elles sont toutes pleines, donc des visites d'opérations exemplaires. Donc on voit bien que ça mobilise, et puis on voit aussi le monde qui vient dans nos commissions publiques BDF et QDF. On a entre 50 et 100 personnes à chaque fois. Donc ce sont des professionnels qui viennent trouver de l'inspiration auprès de ces projets-là pour leurs futurs projets à eux. Donc je retiens 2 choses, effectivement, la pédagogie, bien sûr, Oui. il faut être pédagogue, mais également, on peut le dire, une véritable prise de conscience, notamment, je pense, avec ce qui se passe autour de nous, réchauffement climatique, bien évidemment. Merci en tout cas, Véronique Pape. Merci Je rappelle à vous. que vous êtes la directrice d'Ecopolis, et à très bientôt sur Smart Imo. Merci.